Donc, vous venez d'entendre une présentation de résultats générés par un observatoire qui est localisé dans la région Sud PACA, comme le disait Pascal. Maintenant, vous allez avoir une présentation des résultats d'un observatoire qu'on déploie à l'échelle nationale et qu'on appelle Observatoire des résidus de pesticides. Alors, quelques éléments de contexte et objectifs pour rappel. En revenant en 2012-2013, au moment de la publication du plan de développement durable pour l'apiculture, dans lequel figuraient des recommandations concernant l'acquisition de références sur l'exposition des abeilles aux polluants environnementaux. En effet, le constat avait été fait qu'il existait des données à cette époque qui étaient générées par différentes structures, mais que ces données d'exposition provenaient de dispositifs expérimentaux différents qui rendaient finalement difficile leur comparaison, puisqu'on ne pouvait pas les agréger. Les données étaient issues de protocoles différents, de laboratoires différents, etc. Donc, il y avait vraiment un besoin de créer une entité qui permette donc de mettre en place un dispositif harmonisé et de centraliser les résultats. Et au même moment, ce besoin avait été aussi exprimé par plusieurs ADA. L'Institut de l'abeille avait reçu un courrier dans ce sens. Donc, c'est une mission qui a été finalement confiée à l'Institut et au-delà de l'Institut au réseau des ADA, qui était donc de produire, collecter et organiser des données sur l'exposition des abeilles, avec pour objectif de quantifier, de faire des analyses de matrices pour quantifier la présence de produits phytosanitaires, de caractériser l'exposition des colonies à ces polluants environnementaux et de faire une évaluation du risque associé à cette exposition. Alors, cet observatoire, c'est surtout un travail de réseau. Et au travers de ces 10 années, on va dire, d'études, plusieurs études, donc de nombreuses ADA ont été impliquées. Plusieurs personnes, évidemment, par ADA étaient impliquées chaque année. Ces dispositifs impliquent également l'implication d'apiculteurs, puisqu'on s'appuie sur des ruchers qui sont mis à disposition par des apiculteurs adhérents des ADA. On travaille également pas qu'entre nous, puisque dans certains projets, on a élargi donc le partenariat avec le monde agricole, notamment les chambres d'agriculture, et puis on travaille également avec des scientifiques, notamment les épidémiologistes de l'INRA, enfin les chercheurs de l'INRA, qui voilà nous apportent une expertise en épidémiologie et en analyse statistique. Et donc la force de cet observatoire, c'est donc ce sont des projets coordonnés par l'Institut et qui utilisent donc des protocoles harmonisés qui permettent donc de générer des données qui sont comparables et qu'on peut agréger. Donc le dispositif expérimental est le suivant. Ce sont des ruches, on met en place des ruchers. Ces ruchers, donc, il y a un suivi de la dynamique populationnelle qui est réalisé en théorie tous les 21 jours, mais ça peut varier en fonction de plusieurs paramètres, les conditions météo, enfin, les moyens de disponibilité, etc. Donc, on fait une mesure dynamique des colonies tous les 21 jours. Également des prélèvements de varroa phorétique, enfin, des prélèvements d'abeilles d'intérieur pour faire des mesures de varroa phorétique tous les 21 jours également. Et puis, toutes les semaines, on fait des échantillonnages, des prélèvements de pollen de trappe qu'on collecte donc sur quelques ruches de ces ruchers. Ces pollens sont par la suite envoyés à différents laboratoires pour des analyses palynologiques et toxicologiques. Et dans certains projets, lorsqu'on avait les moyens disponibles, on faisait aussi des échantillonnages d'autres matrices, notamment des abeilles, du nectar ou de la cire. Donc depuis 10 ans, on a collecté une quantité de données importante au travers de ce dispositif qui a été déployé au travers de 9 différents projets. Vous avez la frise enfin, à l'écran. Et donc, ce qui nous a permis de suivre finalement, d'observer en gros l'exposition des abeilles dans 120 ruchers différents répartis sur 98 sites entre 2014 et 2023. Alors, l'Observatoire des résidus de pesticides, c'est l'acquisition de références, mais qui représente beaucoup de temps, qui demande beaucoup de temps. D'abord pour la réflexion, savoir ce qu'on veut faire, écrire les projets, rechercher des financements, du temps pour la mise en œuvre des expérimentations de terrain, rechercher des prestataires d'analyse. Juste pour exemple, par exemple, on a estimé
avec Marion qu'il y avait plus de 5000 suivis Coleva qui avaient été réalisés. Ça représente environ 250 jours de travail. Et ça, c'est sans compter le temps dédié au prélèvement des échantillons, la préparation, etc. Le temps aussi consacré à l'analyse des données, enfin, à construire des outils de centralisation, à gérer les données et à les analyser. Donc, jusqu'à présent, on avait pu analyser projet par projet les résultats issus de ces observations. Et là, grâce au concours de Ludivine Lafont, donc qu'on a pu recruter dans le cadre d'un CDD de 18 mois, grâce au concours précieux, je devrais dire, de Ludivine Lafont, mais limité dans le temps, on a pu faire une analyse globale des données générées sur ces 10 années d'études. Alors, c'est du temps, l'observatoire des résidus, mais c'est aussi de l'argent. Vous avez en bas à gauche le tableau qui représente le contenu de notre base de données avec le volume d'échantillons analysés par type de matrice. Et donc, on a estimé que sur ces 10 années d'études, ça avait nécessité donc un budget d'un peu plus de 3 millions d'euros qui se répartissait de la manière suivante. Environ deux tiers des moyens étaient mis pour le fonctionnement, les moyens humains, etc. Et un tiers pour les prestations d'analyse. Donc, c'est également du temps, mais aussi beaucoup d'argent consacré à ces travaux. Alors, je vais focaliser la suite de cet exposé sur les résultats de nos observations concernant la contamination des pollens. Donc, quand on installe des ruchers enfin, voilà, dans une région, les apiculteurs nous disent c'est un rucher qui est en arbo, c'est un rucher qui est en grande culture, qui est en viticulture. Alors, c'est pas qu'on ne fait pas confiance, mais si on veut catégoriser, on va dire de manière un peu plus précise, la typologie paysagère autour des ruchers, on a adopté une manière un peu plus scientifique, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur les occupations du sol qui nous sont fournis par trois types de couches cartographiques, le RPG, la base de données forêt, et le Core Land Cover, qui nous a permis de décrire l'occupation du sol autour des ruchers dans un environnement de 1500 mètres, dans un rayon de 1500 mètres autour des ruchers. Grâce à ce découpage, donc cette catégorisation de l'occupation du sol, et à l'aide d'outils statistiques hiérarchisation, on a pu regrouper les ruchers qui étaient le plus ressemblants entre eux en termes de paysage. Et donc, on est arrivé à 9 classes, arboriculture, grande culture, fourrage, vigne, voilà, et puis des paysages arboriculture. Et on avait aussi des paysages mixtes qui se composent en fait à deux types de paysages, des paysages qui sont réellement mixtes et des paysages qui sont en fait pas si mixtes que ça, mais pour lesquels on a peu d'informations sur l'occupation du sol, parce qu'il est essentiellement fourni par le Corinne Land Cover. Et donc, en fait, c'est plus ils sont imprécis que mixtes. Bref. Donc, on a pu ainsi classifier les 120 ruchers selon les classes paysagères dominantes. Donc, vous avez ainsi 6 classes, hein, arboriculture, grande culture, des ruchers qui étaient dans des habitats semi-naturels aux forêts, des ruchers plutôt en vigne, et puis des ruchers donc en habitat, enfin, dans des typologies paysagères plutôt mixtes et des ruchers indéfinis. Vous avez donc sur la droite la carte qui représente le positionnement de ces ruchers avec la typologie paysagère associée. Donc, dans ces dispositifs, donc, nous a permis de collecter 1670 échantillons de pollen, donc issus de 117 ruchers. Et donc, pour faire l'analyse de données, il a fallu qu'on travaille, enfin, qu'on nettoie, comme on dit, un peu nos jeux de données, puisque en fait, les analyses étaient issues de deux laboratoires différents, le laboratoire Primoris et le laboratoire du GIRPA. Et donc, pour bien rendre comparables les résultats issus de ces deux laboratoires, il a fallu censurer certaines données. Notamment en retirant les substances qui étaient recherchées que par un laboratoire ou par un autre, et pas par un autre, ou en tenant compte évidemment des limites de détection, c'est-à-dire de la sensibilité des méthodes utilisées par ces deux labos. Parallèlement, donc, on a collecté pour chaque molécule recherché des informations concernant ben, leurs usages, leur mode d'action, leur valeur toxicologique de référence comme la DL50 et leur date d'autorisation dans l'UE et les dates de retrait. Je rappelle que ces informations sont aussi disponibles sur l'application Diatoxbi, euh, voilà, qui est disponible sur le site internet de l'Institut. Donc, ces résultats d'analyse chimique, une fois qu'on les reçoit, donc vous avez peut-être vu, hein, c'est des listes de molécules, voilà, avec des concentrations. Comment on traduit ça?
Donc, on traduit ces résultats avec trois indicateurs, donc qui sont le nombre de substances, voilà, la concentration totale, qui est la somme des concentrations de chaque molécule retrouvée dans un échantillon, et un indicateur de risque aigu, qui, lui, est vraiment un indicateur de risque dans la mesure où il prend en compte dans son calcul la toxicité des molécules donc présentes dans les échantillons de pollen. On a subdivisé le jeu de données en deux, en fonction de la saison. Donc, au printemps, c'est les échantillons qui ont été collectés de mars à juin, et en été, les échantillons qui étaient collectés de juillet à septembre. Alors, que nous apprennent ces résultats? Ben, d'abord que les pollens sont fréquemment contaminés. Quand on regarde de manière globale, hein, peu importe la typologie paysagère concernée, on se rend compte qu'environ 70% des échantillons de pollen sont contaminés. La plupart des molécules qu'on retrouve, alors on en retrouve 134 substances différentes qui ont été détectées. 45% d'entre elles étaient des fongicides, 30% environ des insecticides et des acaricides et 20% des herbicides. Il y a 9 substances qu'on va retrouver dans plus de 10% des échantillons. Donc, vous les avez listées. Ce sont essentiellement des fongicides et on retrouve également un insecticide, la flonicamide. Sur ces 134 substances détectées, il y en a 25 qui ont été détectées qu'une seule fois, donc ils sont vraiment, j'allais dire, rarissimes. Et il y a 21 substances qu'on va retrouver dans tous les groupes paysagers. Donc, ce sont principalement des fongicides, le tébuconazole, la méthotradine, le diféneconazole. Ce que nous apprennent aussi ces travaux, c'est qu'en fait, les abeilles sont exposées à une grande diversité de mélanges. Sur les 1670 échantillons analysés, il y en avait 1150 qui étaient contaminés. Et parmi ceux-ci, il y en avait 941 qui contenaient des mélanges, hein, on retrouvait plus de deux substances, deux ou plus substances par échantillon. Eh bien, sur ces 941 échantillons, on retrouve 779 combinaisons différentes. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a quasiment une combinaison par échantillon. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est très difficile, en gros, de prédire quelle va être la composition des cocktails auxquels les abeilles vont être exposées, puisqu'ils sont quasiment systématiquement différents. Je vous ai mis ici rapidement voilà, un tableau pour que vous ayez la liste des substances qu'on retrouve les plus fréquemment, donc dans plus de 5% des échantillons de pollen, donc essentiellement des fongicides, et on va retrouver en septième, huitième place, je crois, la flonicamide et le tofluvalinate, qui sont des insecticides. Donc j'attire votre attention quand même sur l'écart qu'il peut y avoir entre les concentrations moyennes et les concentrations maximales. On voit que il y a des écarts qui peuvent avoir un facteur temps, voire plus, et que les concentrations maximales qu'on retrouve, qui peuvent aller au-delà de plusieurs dizaines de milligrammes par kilo, ben, sont retrouvées principalement pour des fongicides. Les niveaux de concentration, est-ce que nous apprenons aussi ces résultats? Voilà, c'est la variabilité des concentrations par type d'activité. Donc, on voit que les fongicides, on va retrouver à des concentrations qui sont comprises grosso modo entre 0,01 mg par kilo et 100 mg par kilo. Alors que les insecticides et acaricides, on va les retrouver dans une gamme de concentration plus faible, comprise entre 0,01 et 1. Et enfin, les herbicides dans une gamme de concentration qui est généralement beaucoup plus faible, comprise entre 0,01 et 0,1 mg par kilo. Donc, on voit que les fongicides, voilà, quand on en retrouve, on les retrouve généralement à des plus faibles concentrations que les autres molécules fongicides et insecticides. Sur la droite, vous avez représenté un graphique. Alors, tout ça va être évidemment publié dans un rapport qui sortira début 2026. Donc, vous pourrez mieux voir ces graphiques. Vous avez représenté l'ensemble des molécules qui ont été retrouvées avec justement la gamme de concentration observée pour chacune d'elles, et les petits carrés à gauche, c'est les groupes paysagers dans lesquels ces molécules ont été retrouvées. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir comparer les agrosystèmes, hein, grâce à ce type d'observation. Donc, vous avez donc en colonne les différents agrosystèmes et différents paramètres. Donc, concentrons-nous principalement sur ce qui est souligné en rouge. Donc, on voit quand même que tous les voyants, enfin, la plupart des voyants rouges s'allument pour l'arboriculture, hein, puisqu'on voit que c'est 95% des échantillons prélevés dans ce type d'environnement a été contaminé. On voit aussi que c'est dans cet environnement-là qu'on retrouve le nombre d'insecticides acaricides moyens le plus important.
les concentrations totales également les plus importantes et l'indicateur de risque médian aussi le plus important. Donc, si on a catégorisé les agrosystèmes par, j'allais dire, niveau d'exposition ou risque, voilà, il semble manifestement l'arboriculture, le milieu, l'agrosystème arboricole présente un risque supérieur aux autres, en tout cas au printemps. L'environnement vigne aussi pose question parce que bon, on a quand même peu de ruchers qui ont été étudiés dans ces environnements-là, mais on a quand même des indicateurs comme le nombre de substances totales qui clignotent un peu aussi dans ces environnements-là. Ce que permet ces travaux-là, c'est aussi de pouvoir comparer les agrosystèmes et de suivre l'évolution des différents indicateurs au cours de la saison. Donc, vous avez à gauche en arboriculture, à droite en grande culture. Le graphique du haut, c'est le nombre de pesticides par échantillon. Les graphiques du milieu, c'est les concentrations totales. Et les graphiques du bas, c'est l'indicateur de risque. Donc, on voit déjà que les indicateurs pour un même agrosystème ne suivent pas le même profil d'évolution. On voit que, par exemple, lorsque le nombre de résidus est important, eh bien, il n'y a pas forcément une forte concentration. Et que, pareil, le niveau de concentration n'est pas forcément lié à la valeur de l'indicateur de risque. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir très peu de molécules très peu concentrées. Si elles sont très toxiques, évidemment, l'indicateur de risque va augmenter. On peut comparer entre un gros système, hein, comparons simplement les graphiques du bas, et on voit que le risque, en tout cas, n'apparaît pas au même moment en arboriculture fruitière qu'en grande culture, puisqu'il apparaît en arboriculture plutôt après la floraison, fin mai, mois de juin, alors que pendant cette période-là, c'est là où le risque est le plus faible en zone grande culture. On a pu aussi s'intéresser aux substances interdites qu'on a retrouvées. Donc, parmi les 134 substances qui ont été détectées, il y en avait 13 qui étaient déjà interdites avant le début du suivi. Il y en a eu 33 qui ont été interdites pendant la période de suivi, dont 6 qui ont été détectées après leur interdiction. Et à l'heure actuelle, donc sur les 134 substances qu'on a détectées, il y en a plus que 80 qui sont toujours approuvées. D'autres relations intéressantes qui ont pu être mises en évidence par ces travaux, c'est la relation entre la proportion de pollen issu de certains taxons et la concentration en fongicides, en insecticides et les valeurs d'indicateurs de risque. Ces résultats nous montrent en effet que plus la proportion de pollen issu de colza et d'arbres fruitiers augmente, plus la concentration en fongicides dans les pollens va augmenter. On a la même relation avec la proportion de pollen issu de fruitiers et les concentrations en insecticides. En revanche, concernant la présence de pollen issu d'espèces semi-naturelles herbacées ou ligneuses, on voit qu'il y a une relation négative avec la concentration en fongicides. Autrement dit, plus il y a de pollen issu de ces espèces semi-naturelles herbacées et ligneuses, moins il va y avoir de fongicides dans les pollens. Et ensuite, pour l'indicateur de risque, on voit qu'il y a une relation positive donc avec la proportion de pollen de colza. Donc plus il y a la quantité, la proportion pardon, de pollen de colza dans le bol alimentaire des abeilles augmente, plus l'indicateur de risque augmente. Donc voilà quelques exemples du type de description, d'analyse qu'on peut faire à partir des données issues de l'Observatoire des résidus. Il y a évidemment, grâce à ce travail qui génère des quantités de données importantes, comme le soulignait Pascal, on peut avoir une approche statistique qui permet d'avoir des résultats qui sont robustes. Et donc, notamment, quand on s'occupe de santé des abeilles, d'avoir une approche épidémiologique. C'est ce qu'on a essayé de faire en essayant d'étudier la relation entre la contamination des pollens et la santé des colonies. Alors, la santé des colonies, on s'est basé sur des paramètres issus de la méthode Coleval, hein, donc ça vous a été présenté tout à l'heure. Donc, grâce aux références qu'on collecte par la méthode Coleval, on a pu utiliser deux indicateurs de santé qui étaient le nombre d'abeilles à un moment T et la charge du soin au couvain qui correspond donc au nombre de cellules de couvain ouvertes pour 100 abeilles. En gros, si cette valeur elle dépasse 100, on considère qu'il y a une altération du soin au couvain. En gros, il n'y a pas assez d'abeilles pour soigner le couvain. Tout ça, évidemment, on l'a pas inventé. Ça vient de l'équipe suisse, Timdorf, qui avait publié donc ces indicateurs en 2010. On a fait un travail de modélisation pour essayer d'expliquer finalement ces paramètres-là. Qu'est-ce qui influençait le soin au couvain, qu'est-ce qui influençait le nombre d'abeilles.
Donc, on a évidemment intégré dans nos modèles les indicateurs de risque qu'on a utilisés, et puis d'autres paramètres comme l'effet de l'année, l'effet du site, le taux d'infestation par varroa, le niveau de population au temps initial, le nombre de cellules de couvain, etc. Et ces analyses ont été menées sur les données collectées au printemps. Et que nous montrent ces résultats? Eh bien, j'allais dire pour enfin, on a des résultats qui nous permettent euh, de voir qu'il y a effectivement une relation entre l'indicateur de risque et le nombre d'abeilles dans les colonies. Autrement dit, plus l'indicateur de risque augmente, moins il va y avoir d'abeilles dans les colonies. Et on a même réussi à calculer que quand on a une augmentation de 0,01 unité du RQ, on va avoir une diminution de 20% du nombre d'abeilles. Le même type de relation a été observé entre l'indicateur de risque et le soin du couvain. Donc, plus l'indicateur de risque augmente, plus le soin au couvain devient important. Donc là, il semblerait qu'on ait trouvé un bon thermomètre avec cet indicateur de risque pour prendre la température, voilà, pour prendre la température au niveau des colonies. Maintenant, le travail qui nous reste à faire, c'est définir le seuil, donc la température à partir de laquelle on va pouvoir considérer que la contamination de pollen porte préjudice à la santé des colonies. Donc là, maintenant, l'étape d'après, ça va être de définir, voilà, le seuil à partir duquel on va pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Donc ces travaux, vous allez pouvoir vous en apercevoir avec ce que va vous présenter Marion et je pense les collègues lundi sur les ressources. Ces données, évidemment, on les transfère. Alors auprès des scientifiques, des pouvoirs publics. Hier encore, je présentais ces résultats auprès de référents OMA d'Estral. Évidemment auprès d'apiculteurs et ingénieurs du développement apicole, hein, puisque voilà, on vous présente ces résultats-là aujourd'hui. Et on alimente aussi le dispositif de phytopharmacovigilance de l'ANSES, donc qui permet aux évaluateurs de faire une surveillance post-AMM. Donc, en conclusion, l'ORP, donc c'est un dispositif. On a réussi tous ensemble à mettre en place un dispositif de surveillance passive de l'exposition des abeilles. Alors, pourquoi on y est arrivé? Parce qu'il y a eu vraiment un engagement collectif et durable sur cette action. Il y a eu la volonté de respecter les procédures, donc vraiment d'appliquer les protocoles de manière harmonisée pour pouvoir donc comparer les résultats et d'un travail rigoureux de la part de nos collègues des ADA, salariés des ADA, qui font le travail de terrain, la saisie de données, etc. Donc là aussi, l'ORP, c'est une réussite collective parce qu'on a réussi à monter en compétence tous ensemble. Donc l'ERP, c'est à l'origine un jeu de données unique en France, de par sa taille et sa complexité, et j'allais dire peut-être même au monde, parce que voilà, je ne sais pas s'il y a des jeux de données équivalents qui ont été générés, en tout cas sur l'abeille domestique. L'ERP, c'est un outil qui rend visible et j'ai crédible aussi les conséquences des pratiques agricoles sur l'exposition des abeilles et leur santé, puisque évidemment tous ces résultats, on les fait connaître au pouvoir public et au monde agricole. Et l'ORP, donc, c'est un objet frontière aussi qui permet d'améliorer les concertations entre cultivateurs et apiculteurs. Je pense que cette notion-là sera développée lundi par mes collègues. Et donc, en perspective, eh bien évidemment, c'est poursuivre l'exploitation des données et leur valorisation. Hum, Pérenniser les activités de l'ORP. Vous avez vu que l'ORP, c'est pas un dispositif pérenne. Il faut toujours chercher de l'argent pour le faire fonctionner et renforcer à nouveau l'expertise des ADA, voilà, pour qu'elles puissent davantage vous appuyer lorsque vous les interrogez sur des questions problématiques environnementales. Voilà, et puis je voulais évidemment remercier tous mes collègues des ADA, de l'Institut, chercheurs qui sont impliqués dans ces projets, aux bataillons d'étudiants voilà, qui ont travaillé avec nous, qui sont partis sur le terrain, parfois pour la première fois ouvrir des ruches, et puis évidemment tous les apiculteurs, les apicultrices et les agriculteurs qui nous permettent donc de donner accès à leurs ruches, à leur exploitation pour mettre en place ces études. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie pour votre attention.